Les Muses de Paris. La radio de l'inspiration. Inspirez-vous, vous êtes sur les Muses. Muses de Paris. Bonjour, c'est Ilona Cadelin. Bonjour, c'est Yann Besson. Nous sommes deux journalistes chez les Muses de Paris. Fin janvier, nous nous sommes rendus au FIPADOC, le Festival international du documentaire à Biarritz. Quand nous avons ouvert le planning du festival, nos yeux se sont tout de suite arrêtés sur un titre « L'école est finie ». Cela fait des années que le corps enseignant manifeste pour faire état du manque d'effectifs. Mais de ce corps, nous n'en connaissons pas vraiment les visages. Dans L'école est finie, nous en découvrons alors 5. Le début du documentaire nous ramène en 2019. À ce moment-là, les cris des manifestations ne suffisent plus. Pour se faire entendre, Christine Renon, directrice d'école épuisée, se suicide et laisse une lettre adressée à l'Éducation nationale. Une autre étape est alors franchie. Le corps enseignant va si mal qu'il se tue, et sans enseignant, l'école est finie. Je remercie l'institution de ne pas salir mon nom. Christine Renon, directrice épuisée. On dirait moi. On dirait nous en fait. Suite à la projection du documentaire, nous avons échangé avec Julie Chauvin, réalisatrice du film, et Samuel Moutel, le producteur. Pour revenir sur ce qui a été l'idée de ce projet, comment c'est venu, qu'est-ce qui vous a habité pour faire ce projet sur l'école est finie? On est tous les deux conjoints et conjointes d'enseignants, et donc on voit tous les jours nos compagnons et compagnes au travail, et on avait envie de parler de tout ce travail invisible dont les gens ne se rendent pas souvent compte. Et au moment du suicide de Christine Renon en 2019, on s'est dit qu'il était temps de parler des conditions de travail des enseignants et de ce qui faisait qu'à un moment donné on pouvait en venir à vouloir se tuer alors qu'on est enseignant, enfin c'est pas normalement, enfin ça va pas forcément ensemble, on n'y pense pas forcément, et voilà, de parler des difficultés qu'avaient aujourd'hui les enseignants, plus particulièrement du primaire, premier degré. Et voilà, on s'est rencontrés avec Samuel avec cette même envie, et donc c'est comme ça que le projet est né. Ouais, et pour compléter, c'est qu'il y avait quelque chose de presque tabou, c'est-à-dire que il y a souvent la légende de l'enseignant qu'en fout pas une, qui est toujours en vacances, qui a son poste, qui de toute façon est fonctionnaire, donc à qui il arrivera rien, etc. Et quand même, quand on vit avec eux, quand on s'intéresse à leurs vraies conditions d'être, à leurs vraies conditions de travail, quand on connaît leur investissement, on se rend compte à quel point leur souffrance au travail, en tout cas pour ceux qui souffrent, elle est à la hauteur de ça, elle est à la hauteur de l'investissement, de toute l'énergie, de toute l'énergie personnelle, vitale qu'ils mettent dans leur métier, et puis ça venait aussi d'autres choses, mais qui va dans le sens de ce qu'a dit Julie, qui est aussi une espèce d'envie d'alerter sur des conditions de travail qui sont de pire en pire, quoi, vraiment. Et oui, on voulait partir aussi de la vocation et de cette passion pour le métier, et qui était à la base de... Voilà, c'est comme ça qu'on a choisi aussi les témoins. Et ils étaient tous à la base passionnés par leur métier et très investis. Est-ce que vous saurez identifier, parce qu'il disait justement dans le témoignage que en fait, ça fait depuis une dizaine d'années qu'il y a un changement qui s'opère. Est-ce qu'il y a eu un point de rupture justement, ou une goutte d'eau de trop? Il y a plein de choses. Ouais. C'est une accumulation, ouais, c'est vraiment une dégradation progressive. Ils parlent pas mal, donc ils partent aussi de la loi sur l'inclusion scolaire là en 2005. Donc ça, il y a eu vraiment quelque chose à ce moment-là. On a rajouté en fait des missions à l'école, et donc ils se sont retrouvés notamment à devoir gérer des pathologies qui avant étaient de l'ordre du médico-social, d'enfants qui n'étaient pas dans les classes. Donc ça, c'est notamment un gros point, vraiment. Le déclassement progressif. Avant, dans les années 90, un enseignant il gagnait 2 fois le SMIC, et aujourd'hui c'est 1,3 fois le SMIC. Donc voilà, on voit une sorte de dégradation. Donc c'est plein de choses comme ça qui se sont accumulées. Le fait qu'aujourd'hui, ils doivent aussi compenser plein de problèmes de société. Et ouais, ça c'est vraiment, les gens sont assez d'accord là-dessus. Sur les 15 dernières années, ça s'est vraiment beaucoup dégradé. Dans la manière de mettre
forme ce film. Je veux savoir comment c'était passé parce que la narration est très fluide en fait. Et les moments les plans de coupe permettent de respirer et justement on se demandait comment vous avez fait pour travailler ça. Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure des témoignages? Est-ce que c'était déjà bien cadré avant avec, j'imagine, une grille de questions et d'axes et de sujets à aborder? En fait, oui, on a travaillé, il y a eu plusieurs phases. Le diffuseur nous avait laissé quand même 2 ans quasiment pour faire le film. Et donc ça permettait vraiment de prendre du recul entre chaque témoignage. Enfin, moi, j'ai pas eu à enchaîner tous les témoignages sur 3 semaines. Voilà. Donc à chaque fois, ça me permettait de réfléchir, prendre du recul, réécouter. On scriptait, donc toutes les interviews étaient scriptées. Après, de les lire aussi. Et donc ça s'est fait au fur et à mesure du tournage. Et après, en montage, avec la monteuse, du coup, là, on a fait un gros travail. On travaillait sur bandelette, vraiment à l'ancienne. On découpait et on faisait un plan comme ça, très 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 précis, de propos. Et d'intention aussi de respiration, et puis de comment le film évoluait globalement, donc la vocation à ce pic narratif qui est le basculement, comment chacun bascule, et puis à la fin, qu'est-ce qu'on en fait de cette crise-là, comment on la transforme au sein de l'école ou en dehors de l'école. Et donc voilà, du coup ça c'est vrai que ça s'est construit vraiment au fur et à mesure, mais on avait vraiment envie de faire une dramaturgie assez forte aussi voilà, dans le film, avec les propos et puis les respirations qui étaient nécessaires. C'est ce moment d'interview qui a dû être complexe, parce que pour pouvoir donner place justement à toute cette émotion, comment vous avez fait pour le rendre comme ça? Mais je pense que ça c'est la durée, parce que j'ai fait de très longues interviews, donc après ça c'est chacun ses techniques, mais là moi j'avais besoin d'avoir une journée dédiée où je leur ai dit bon bah aujourd'hui on va raconter ton histoire, on va prendre notre temps, aussi bien pour l'équipe technique, leur laisser le temps de bien s'installer, de trouver le bon endroit, enfin voilà, et c'était un peu un truc global d'ambiance, on va dire, de pas faire ça dans la précipitation, de pas sentir l'urgence, ah bah oui mais après l'après-midi on doit interviewer quelqu'un d'autre, et puis voilà, donc de se dire bon bah le film c'est un film de témoignage, donc bah ok on va dédier 6 journées de tournage au témoignage, et voilà, peut-être avoir moins de temps pour le reste, mais c'est pas grave, c'est le cœur du truc, donc il faut que on se pose, sachant que voilà, il y en avait 2 qui étaient malades le jour de l'interview, donc c'était voilà, il faut faire aussi avec le réel, c'est le principe du documentaire, mais voilà, ils étaient dans enfin, ils m'ont tous dit qu'ils avaient eu l'impression d'avoir fait une espèce de psychanalyse à la fin. Je ne veux pas du tout être assimilée à ça. Mais justement, pour recevoir tout ça, toutes ces émotions, les moments où il craque, il pleure, dans la construction, à la fin, au montage, parce qu'il y a un écueil, ça serait de tomber dans le pathos, le pathétique, j'imagine que ça a été présent. Comment trouver cette juste limite? Est-ce que c'est jusqu'au dernier moment, revisionner, se reposer la question? Oui, c'est un travail long, et parce que comme on fait voilà, à la base un film qui était beaucoup plus long, plutôt 90 minutes, et puis après on resserre. Et en effet, dès qu'on coupe quelque chose, bah, oui, l'autre truc à côté, il prend beaucoup de place. Et oui, c'est rester sur cette ligne ténue, parce que pour moi, ils avaient tous aussi une certaine pudeur aussi, et moi, j'ai ma pudeur aussi. Et donc voilà, il y avait cette sensibilité que la monteuse aussi peut apporter, que Samuel peut apporter quand il visionne. Donc voilà, on avait plusieurs garde-fous, on va dire, aussi autour, des gens sur qui on pouvait avoir confiance pour demander est-ce que là tu trouves que c'est trop, pas assez, parce que forcément on est complètement en empathie avec les personnes qu'on interviewe, et donc je pense que voilà, moi je me suis beaucoup référée à ma propre pudeur, à ce que moi j'aurais aimé ce qu'on montre de moi ou pas, voilà. Donc j'ai essayé de garder ça, et puis aussi pareil au niveau des propos, ils m'ont tous dit qu'ils avaient eu l'impression de ne pas être trahis, enfin de ne pas avoir une chose qui soit coupée, qu'ils auraient voulu dire, ce qui est difficile quand on fait 6 fois 5 heures d'interview et qu'on garde 1 heure à la fin, quoi. Donc ça on est très contents de ça.
Si vous voulez avoir plus d'informations sur sa diffusion, suivez L'école est finie le film sur Facebook et Instagram. Et un grand merci au FIPADOC de nous avoir accueillis. Sa belle programmation nous a émus, touchés, fait réfléchir et surtout permis de réaliser ce podcast.